On va maintenant s'attaquer aux concessionnaires. On n'a pas forcément besoin d'appeler des concessionnaires sur toutes nos opérations. En tout cas, on part du principe que vous avez acheté une maison, vous voulez la diviser en 3 appartements. À partir du moment où il y a 3 appartements, vous devez avoir ce qu'on appelle des parties communes. Et dans ces parties communes, il va y avoir des emplacements comme on peut le voir ici. Donc on se retrouve bien dans des parties communes. On va retrouver une partie qui va appartenir aux concessionnaires. Quels sont ces concessionnaires? On va retrouver Enedis, donc pour la partie électrique. On va retrouver Veolia ou Suez pour la partie alimentation en eau, Orange pour la partie fibre optique et on peut retrouver dans certains cas GRDF pour la partie gaz. C'est un sujet épineux puisque on n'a malheureusement pas la main dessus, on est obligé de s'adapter un petit peu aux règles, à leurs règles à eux. La meilleure solution, c'est d'anticiper, anticiper, anticiper. Donc je vous conseille, dès lors que vous êtes dans ce cas de figure où vous faites une division et que vous avez besoin de faire appel à ces concessionnaires, je vous invite tout de suite à faire les démarches le plus tôt possible, bien avant de démarrer le chantier. Un autre petit conseil, si vous pouvez choisir votre électricien le plus vite possible, ça va vous aider. Parce que parmi tous ces concessionnaires, et suite à peu près 10 ans d'expérience, je me rends compte qu'on arrive toujours à s'arranger avec tous les concessionnaires, sauf un qui est extrêmement lent, très procédurier. En même temps, c'est pas un corps de métier qui est simple, c'est Enedis. Dès que vous savez que vous allez pouvoir lancer votre opération, vous choisissez le plus vite possible un bon électricien, vous lui demandez tout de suite de vous envoyer les plans de l'intérieur. À partir de ce moment-là, vous pouvez aller faire une demande, faire une ouverture auprès d'Enedis. Comment ça se passe? Vous allez avoir un dossier à compléter. Vous pouvez vous aider de votre électricien. Je pense qu'il est tellement complexe que vous ne pourrez pas le faire tout seul, sauf si vous avez déjà eu un peu d'expérience au préalable. Et ensuite, dès que le dossier est complet, là, ils vont vous envoyer un référent technicien qui va s'occuper de vous. Donc, quelqu'un de chez Enedis qui va être votre référent, votre interlocuteur privilégié. C'est pas encore terminé puisqu'il se peut qu'en cours de route, vous changiez d'interlocuteur. Malheureusement, vous n'avez pas la main là-dessus et on ne peut rien faire face à ça. Donc le maître mot avec Enedis, c'est de rester le plus diplomate possible et le plus zen possible puisque le fait de vous énerver n'arrange à rien. C'est vraiment Enedis qui va réaliser ce devis et qui va faire les travaux par le biais de sous-traitants parce que c'est pas Enedis même qui travaille. Et ce devis, il varie, je peux pas vous donner un chiffre exact, mais en tout cas, ça pouvait démarrer à 1000 € s'il faut juste déplacer un petit compteur et ça peut aller jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000, donc il n'y a pas de limite en tout cas. Ensuite, on va retrouver Veolia ou Suez. Donc pour l'alimentation en eau, alors c'est pas tout à fait le cas de figure ici, mais en tout cas vous allez avoir une grosse alimentation qui va arriver. C'est relativement simple à comprendre. Vous avez une maison, il y a un compteur d'eau, vous voulez faire 5 appartements, il vous en faut 4 de plus. La seule contrainte, la seule chose qui peut faire en sorte que ça soit un peu plus complexe que prévu, c'est si jamais le diamètre qui arrive chez vous n'est pas assez gros. Dans ce cas-là, il y a potentiellement une tranchée que Veolia va réaliser et que vous allez payer bien évidemment. Et en général, on parle de 4 000, 5 000 €. Si jamais cette tranchée ne doit pas être faite, alors un compteur, il faut compter à peu près 600 € par compteur. Ils viennent, ils vous l'installent. Franchement, c'est vraiment très réactif. Ils sont même très sympathiques la plupart du temps. Donc voilà, avec Veolia, vous avez même le droit un petit peu à l'erreur. Vous avez le droit de ne pas le faire dès le début. Vous pouvez vous permettre de le faire tranquillement. GRDF, c'est le gaz. C'est un peu comme Veolia. Le tout, c'est de prendre contact et puis après, ils viendront pour créer un ou plusieurs compteurs. Il y a des normes assez strictes, donc il y a des choses, ne serait-ce que le fait d'ouvrir une vanne, ce n'est pas à vous de la faire, c'est eux qui doivent le faire, juste être vigilant par rapport à ça. Ensuite, il va y avoir un sujet qui paraît anodin, mais sur lequel j'ai vraiment pas envie que vous vous fassiez avoir, c'est Orange. Aujourd'hui, on est passé sur de la fibre optique, donc vous avez plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous êtes dans une maison, il y a déjà un câble qui arrive de la fibre optique. Aujourd'hui, la fibre a été déployée quasiment partout en France. Et dans ce cas de figure-là, en fait, si jamais vous faites une division et qu'il y a uniquement un appartement de plus, vous pouvez garder ce câble-là de la fibre et vous faites une demande de création d'une nouvelle ligne. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous dépassez les 2 appartements, vous partez tout de suite sur 3, 4, 5 ou beaucoup plus que ça, ce qu'il faut faire, il faut tout de suite faire une nouvelle demande. Et pendant les travaux, parce que la demande elle peut durer jusqu'à 2 fois 6 mois, donc quasiment 1 an, pendant les travaux, vous devez prévoir des fourreaux. C'est quoi ces fourreaux? C'est que depuis l'extérieur, vous devez prévoir en fait un fourreau, c'est une gaine technique qu'on voit ici, là. Vous faites, en tout cas là en l'occurrence pour Orange, vous faites passer une gaine depuis l'extérieur
qui rentrent à l'intérieur jusque dans les parties communes, comme on peut le voir ici. Et depuis ces parties communes, on peut se permettre de redispatcher toujours sous forme de gaines, on peut se permettre de redispatcher ces gaines-là. Il faut imaginer ça comme une alimentation générale. Et depuis cette alimentation qui est dans les parties communes, qui n'est pas dans la partie privative, on peut se permettre d'aller dans chaque partie privative, donc dans chaque appartement. Dès que Orange viendra vous installer la partie, donc la nouvelle fibre optique bien dimensionnée, elle viendra jusque dans les parties communes. Ensuite, chaque locataire pourra faire une demande auprès de finalement du fournisseur qu'il souhaite. Ça peut être Free, ça peut être Orange, ça peut être SFR. Dès lors qu'ils viennent, ça ne vous concerne plus. Vous avez laissé les fourreaux nécessaires et c'est eux qui vont venir installer les câbles. Ils ont juste à faire entrer le câble à l'intérieur. Ça arrive jusqu'au tableau électrique et voilà, vous avez Internet chez vous. Pour résumer un petit peu ce chapitre, les concessionnaires, c'est un élément qu'il faut prendre vraiment en considération dès le début de chantier. Il n'y a rien de pire que de finir un chantier et de se dire « Ah mince, comment je vais faire maintenant pour l'électricité? Comment je vais faire pour l'installation en eau? Comment je vais faire ?» Et là, vous partez sur de nouveaux délais. La problématique, c'est que vous pouvez potentiellement rester plusieurs mois sans mettre en location votre ou vos biens. On va maintenant parler des parties communes. Donc les parties communes, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que si vous vous mettez un petit peu à la place du futur locataire, lorsqu'on arrive, c'est un peu la première des choses qu'on voit. Si je rentre dans un appartement et que je vois les poubelles qui traînent à l'extérieur juste parce que elles ont le mérite d'exister, ça donne pas tout de suite une bonne image. Donc plus vous allez structurer ces parties communes, plus vous donnerez un certain standing à votre bien. Quels sont les éléments qu'il va falloir imaginer, concevoir et installer dans vos plans? Et c'est pour ça que des fois ça vaut le coup peut-être de se prévoir un petit espace, ça vous fera peut-être bouffer un peu plus sur certains appartements, mais c'est des éléments qui sont pour moi très importants. Quand on arrive, il vous faut un interphone. C'est pas du tout négociable. Vous ne pouvez plus se permettre aujourd'hui d'avoir 2-3 étages ou plusieurs appartements sans avoir un interphone. Dès le début, lors de la phase de conception, vous devez écrire dans votre cahier des charges qu'il faut un interphone avec une ouverture à distance. Parce qu'on peut mettre un interphone sans fil juste pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe, mais on ne peut pas avoir la gâche pour ouvrir la porte. Deuxième des choses, la boîte aux lettres. Attention, je vous conseille d'appeler la poste, d'aller voir la poste de la commune, de la faire venir. En tout cas, c'est le facteur qui va se présenter directement. Et vous devez lui dire, voilà, où est-ce que j'envisage de mettre mes boîtes aux lettres. Vous lui dites par exemple ici. Lui, il va vous préconiser. C'est lui qui va venir distribuer le courrier. Il va vous dire, écoutez, déjà, d'une part, il y a une norme à respecter, parce que, encore une fois, j'insiste, il y a peut-être des gens qui sont à mobilité réduite. Donc, il faut pas mettre une boîte aux lettres beaucoup trop bas. Il faut pas non plus, à contrario, la mettre beaucoup trop haut. Donc, il y a une réglementation. C'est lui qui va vous conseiller, même si vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur Internet. Des fois, en termes de praticité, ça sera peut-être beaucoup plus pratique pour lui de les mettre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, c'est à lui de vous préconiser tout ça. Ensuite, on va retrouver à l'extérieur, dans certains cas de figure, pas toujours, des places de parking. Pour moi, c'est un élément aussi à bichonner un petit peu puisque c'est du luxe de pouvoir arriver, d'avoir une place de parking. Et vos places de parking, vous devez les délimiter. Je sais que c'est un budget supplémentaire pour faire en sorte qu'il y ait une dalle ou peut-être mettre un petit peu de gravillon ou un petit peu de végétalisation, mais ça vaut le coup d'investir un petit peu d'argent là-dedans puisque c'est le reflet de votre immeuble. Bon, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de parking, c'est pas la fin du monde, ça fait partie du jeu. Voilà, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En tout cas, si vous en avez, il faut les mettre en valeur, c'est-à-dire il faut les délimiter. Si jamais vous êtes sur de la terre, vous pouvez pas mettre un coup de peinture, prenez une petite corde, prenez quelque chose pour faire en sorte que chaque appartement il ait son propre parking et que ça soit pas un petit peu le chaos, que chacun se gare où il veut. Ensuite, lorsqu'on rentre dans une cage d'escalier, il est quand même conseillé d'avoir un affichage. Très souvent, il y a des gens au sein de la copropriété ou vous-même en tant que client, si vous avez envie de faire passer un message au locataire, ça fait quand même plus premium d'avoir un petit panneau d'affichage dans lequel on vient mettre proprement des affiches que d'avoir une affiche avec un scotch qui est un petit peu un peu partout, on ne sait pas trop ce qu'elle fout là. Ça vaut le coup d'investir dans un petit panneau avec une petite clé que vous pouvez forcément donner à un des locataires ou garder vous-même. Comme ça, vous pouvez afficher éventuellement certaines informations pour tous les locataires. On va enfin retrouver un autre local qui est on va parler de deux locaux différents. On va retrouver le local ordure. Donc
c'est un petit local où on peut faire entrer 3, 4 poubelles dedans, mais c'est quand même important qu'il y ait un local ordure pour qu'on puisse stocker les poubelles. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur, ça peut être juste un petit abri si c'est nécessaire. Mais il y a un local qui est encore plus important, encore une fois, dans la mesure où on est capable de l'avoir, un local pour les poussettes ou pour les vélos. Et il y a un petit déclic qui peut être fait si on leur dit qu'ils ont à disposition un local vélo, ils n'ont pas besoin de faire monter, descendre leur vélo tous les matins ou tous les soirs. Donc finalement, ça vaut vraiment le coup de prendre un petit peu le temps en phase de conception et de réfléchir un petit peu à cette stratégie, de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour embellir mes parties communes et faire en sorte que ça soit le plus fonctionnel possible.